Il est temps de faire le point sur l'actualité de ce jeudi 8 décembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. C'est l'avant-dernière de la semaine. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de bien vous échauffer les articulations avant de sortir ce matin parce que ça pince un petit peu en Vendée sur ces premières heures de la journée avec un négatif, on va voir ça dans la météo, un négatif qui se généralise, -1 un petit peu partout sur l'ensemble du département ce matin. Par conséquent, dans le journal, nous parlons notamment du dispositif hivernal sur les routes. Vous allez voir dès le début d'ailleurs du journal qu'il y a plusieurs responsables, si l'on peut dire, du salage des routes en Vendée, des patrouilleurs qui sont en veille permanente sur les voies rapides comme dans les villes. Vous découvrirez également les premières images du nouveau potager extraordinaire. Après avoir fermé ses portes à la Motte-à-Char en 2018, il est en train de renaître à La Roche-sur-Yon, cette fois-ci sur le site du Centre Beautour. L'ouverture est prévue le 1er juillet prochain. Et puis dans nos chroniques, nous allons retrouver Stéphane Messer, qui est notre journaliste correspondant pour l'officiel des terrains de camping. Il va partager avec nous son dernier coup de cœur publié, c'est la visite de l'entreprise Samiplast, une entreprise de la Chaise Giraud. Elle fabrique les fenêtres et les portes des mobil-homes. Voilà pour le programme du jour. On va maintenant regarder la météo en bonne matinale qui se respecte. Et vous le voyez que c'est une belle journée qui commence, une belle journée de fin d'automne, début d'été, j'allais dire. Début d'hiver plutôt, avec quelques grisailles encore ce matin dans le bocage, donc plutôt dans le nord et l'est du département. Partout ailleurs, peu de nuages, de belles éclaircies. Côté température, nous le verrons en détail en fin de journal, mais retenez donc qu'elles sont comprises entre -1 et 1 degré pour ce début de journée et que le froid est accentué par un vent de nord-est qui est toujours bien présent entre 30 et 40 km/h. Cet après-midi, le vent aura le mérite d'avoir repoussé les nuages. Il ne devrait rester qu'un léger voile sur les 2 tiers nord de la Vendée. Le ciel sera un peu plus couvert sur toute la zone du Marais Poitevin. Donc là, on bascule plutôt sur le tiers sud de la baie de l'Aiguillon, complètement à l'ouest, jusqu'aux confins des Deux-Sèvres, complètement à l'est. Les maximales sont toujours en deçà des normales de saison, 2 à 4 degrés sur le continent et jusqu'à 5 sur l'île Dieu. Dans ce contexte, regardons les horaires de marée de ce jeudi, avec une basse mer qui est prévue en milieu de matinée, une pleine mer qui est, elle, à l'heure du goûter. Rendez-vous à 5h-20 à peu près, avec des coefficients de 79 et 78. Nous sommes jeudi, il est donc temps de retrouver, comme tous les jeudis, les prix à la pompe. Et oui, on va avoir Antoine qui va nous montrer le palmarès des stations vendéennes les moins chères en Vendée, que ce soit en gazole, en E10 ou en GPL. Et moi, j'en profite pour vous parler de cette fameuse ristourne indemnité carburant, qui va remplacer au 1er janvier la ristourne actuelle, une indemnité de 100 € destinée aux Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller au travail. C'est l'équivalent d'une remise de 10 centimes par litre, puisqu'on parle des carburants. Pour y prétendre, il faudra aller sur le site impôts.gouv.fr, remplir une attestation sur l'honneur après avoir rentré son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation, donc pour savoir si vous pouvez prétendre à ces 100 € de chèque à partir du 1er janvier. Et on a terminé sur les GPL. Voilà, on va passer maintenant à la carte des marchés avec nos rendez-vous alimentaires du jeudi en Vendée. Marché hebdomadaire à Beauvoir-sur-Mer. C'est jusqu'à 14h dans le centre-ville de Beauvoir. Jusqu'à 13h cette fois-ci, vous pouvez aller au Sable d'Olonne, place Marot, très exactement, pour le marché alimentaire couvert. Alors pour la petite histoire, place Marot, c'est un marché qui a été construit dans les années 50 à la place de l'ancien lavoir de la Chaume. Voilà, puis sinon on a aussi Saint-Philbert-de-Bouenne de 16h à 19h30. Et là, c'est place des Halles. Pour l'éphéméride, le temps de reprendre la respiration, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, journée mondiale du climat également. Le soleil se couchera en Vendée à 17h18 et nous, on passe au journal. Et nous commençons donc, je vous le disais il y a quelques instants, avec la gestion des routes vendéennes en hiver. Cette semaine est marquée par une vague de froid, une vague soudaine qui a occasionné aussi le retour du verglas sur les chaussées. Et la semaine a commencé avec une série d'accidents, mardi notamment sur les voies rapides qui n'avaient pas encore été salées. Comment s'organise justement le salage des routes vendéennes ? Eh bien la réponse, c'est avec Alexandre Debray.
Les dispositifs hivernaux se mettent en place partout sur le département. Prenons d'abord l'exemple des autoroutes. Vous le voyez sur cette carte, 2 axes sont concernés. Ils sont gérés par la société ASF. Le but du jeu, c'est tout simplement que pendant 4 mois, jusqu'au mois de mars, eh bien, s'il y a besoin d'intervenir, on utilise l'un des 120 salariés ou les 60 camions, bien sûr, assortis pour pouvoir passer la saleuse. D'abord d'une manière anticipée, si la météo prévoit un mauvais temps, on peut le faire en amont. Et si à l'aube, on se rend compte qu'il y a quelques soucis, notamment par les patrouilleurs ou sur les relevés météorologiques, les saleuses sont amenées à passer de manière curative. Vient ensuite les services départementaux. Vous le voyez derrière moi, c'est la route départementale 160, l'axe le plus privilégié par les automobilistes, et c'est donc le niveau de priorité numéro 1 pour le département. Vient ensuite d'autres axes, les axes numéro 2, comme vous pouvez le voir sur cette carte, à savoir que ces axes numéro 2 relient en général La Roche-sur-Yon, et l'axe de priorité numéro 3, ce sont les différents raccords entre deux villes. À chaque fois, on estime avec des patrouilleurs chaque matin s'il faut intervenir en priorité sur l'axe numéro 1, et puis en fonction bien sûr des relevés météorologiques, on peut intervenir sur d'autres axes. C'est bien sûr la météo qui dicte un petit peu la loi des saleuses, à savoir qu'il y en a 20 répartis sur l'ensemble des sites départementaux, ce qui permet d'intervenir de manière efficace. Et si la météo n'est pas clémente, eh bien on peut le faire très vite. Pour les petites villes, puisque c'est aussi le cas, petites ou grandes villes d'ailleurs, puisqu'on va prendre l'exemple des herbiers. Aux herbiers, il y a aussi un patrouilleur. Le patrouilleur prend le temps à l'aube de regarder s'il y a des besoins, et si le cas échéant il y a besoin, on fait intervenir la saleuse. Pour d'autres villes comme Chantonnay, comme Chaland ou encore La Roche-sur-Yon, bien sûr, là aussi, on prend le temps de regarder les données météorologiques et si besoin est, on sale. Où ça, me direz-vous? Bien tout simplement d'abord les centres-villes en priorité et ensuite, s'il y a besoin, les écoles et dans un troisième temps, le cas échéant, les centres hospitaliers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de lever le pied s'il y a un souci. Alexandre Debray qui était donc en aplomb de la D160, cet axe qui relie les Herbiers aux Sables d'Olonne. Puisque nous parlons voiture, un mot également de ce nouveau dispositif lancé par le garage solidaire Méca Sud Vendée, des ateliers à Fontenay-le-Comte qui proposent désormais des voitures à la location pour 1 € par jour, un prêt à très bas prix destiné aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux ou encore aux saisonniers qui ont décroché un emploi ou une formation et qui n'ont pas d'autre moyen de se déplacer que la voiture, mais qui n'en ont pas justement de voiture. Écoutez. Ce dispositif s'adresse à des personnes qui viennent de retrouver un emploi, une alternance ou une formation. Et en fait, pendant la période d'essai, souvent les personnes sont confrontées à des difficultés pour aller en emploi ou en formation parce qu'elles n'ont pas de solution de mobilité. Donc là, elles auraient la possibilité de louer un véhicule par le biais de notre plateforme mobilité. Nous avons 3 véhicules qui seront mis à disposition de ce véhicule et ça leur reviendra à 1 € par jour. Elles ont la possibilité de le louer pendant 1 mois et ça peut être renouvelé pendant 1 mois de plus si nécessaire. En bref, toujours dans le sud Vendée, ce lancement officiel hier soir de l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud. C'est en fait l'union de 3 communautés de communes, Vendée-Sèvres-Autise, le pays de Fontenay-Vendée et celui de la Châtaigneraie, pour renforcer l'attractivité de ce quart sud-est de la Vendée. Objectif, attirer de nouvelles entreprises sur le territoire et développer l'offre touristique ainsi que sa visibilité. Ludovic Augbon, le maire de Fontenay-le-Comte, en a été élu le président directeur général. C'est un potager initialement créé en 1995 par un passionné de cucurbitacées. Un potager extraordinaire qui a fermé ses portes il y a 4 ans maintenant aux Achards et qui s'apprête à les rouvrir dans quelques mois à La Roche-sur-Yon. Le site de Beautour, dont le centre de découverte de la biodiversité a fermé lui aussi à peu près au même moment que le potager extraordinaire, sera désormais sa nouvelle adresse. En attendant l'ouverture du 1er juillet prochain, jardiniers et paysagistes s'affairent. Simon Philippot. Au cœur du parc de Beautour, tout le monde s'affaire pour terminer le chantier du nouveau potager extraordinaire. Un chantier de 2 ans pour aménager le parc et repenser l'offre faite aux visiteurs. L'un des objectifs, c'était de conserver l'aspect sauvage initial du site. Donc on a intégré nos différents espaces plutôt sur des espaces qui étaient auparavant cultivés en agricole. C'était des champs de maïs quand on est arrivé. Donc plutôt dans cette notion toujours d'essayer de rajouter de la biodiversité plutôt que d'en enlever. Et dans la réflexion de toute l'installation de nos espaces, de l'organisation des réseaux, de l'irrigation, on a toujours essayé d'avoir le souci d'impacter le moins, voire même d'enrichir les zones. Donc
que ce soit le traitement des eaux, la gestion des ruissellements avec des noues pour faciliter l'infiltration. Enfin, on a essayé de penser vraiment dans sa globalité le projet. La pédagogie du site a été entièrement retravaillée pour inclure le plus possible les visiteurs. Il y aura une offre pour les tout-petits, donc par exemple un livret d'exploration, un petit jeu de piste à faire en famille pour les plus petits visiteurs. Il y aura bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, des ateliers participatifs à faire en famille pour s'amuser, pour passer un beau moment en famille. Et il y aura aussi des visites commentées qui vont être à destination des initiés, des débutants, et aussi des gens qui s'y connaissent déjà un peu et qui veulent pousser encore plus leurs connaissances au niveau du potager. Pour les professionnels du tourisme en visite sur le chantier, l'installation du potager extraordinaire dans l'agglomération lyonnaise est une excellente nouvelle, permettant d'étoffer l'offre touristique du territoire. Il y a un site de plus qui s'installe, un site qui va proposer un parcours, une immersion, une scénographie. On n'avait pas forcément de site qui proposait ces atouts-là sur le territoire. Donc c'est un réel plus. Je pense que les hébergeurs vont être ravis. On le constate, nous, on a de plus en plus de personnes qui dorment à La Roche-sur-Yon, on a de plus en plus de touristes. Donc effectivement, il va y avoir une véritable attractivité pour le territoire avec l'ouverture du potager. La nouvelle version du potager extraordinaire ouvrira ses portes le 1er juillet 2023, avec comme objectif d'accueillir 60 000 visiteurs contre 25 000 sur l'ancien site, installé à la Motte-à-Char. Pas de revanche éclatante hier soir sur les parquets lyonnais du RVBC. Les Tigresses recevaient les Anglaises du London Lions dans le cadre de l'Eurocup. Un match que vous avez pu suivre en live sur la page Facebook de TV Vendée. Score final 76-75 à la faveur des Vendéennes. Une victoire donc, mais trop courte. Pour s'assurer la deuxième place de la compétition, il aurait fallu au minimum 12 points d'écart et non un seul. Déception d'autant plus grande que les joueuses de Manu Body menaient de 20 points à la mi-temps. On aurait préféré avoir la deuxième à la place de la première, et finir sur une très belle note. D'abord, l'équipe, on le sait, on est en train de monter en puissance, mais c'est trop irrégulier, trop inconstant. Donc on travaille là-dessus, mais on est dedans. Au retour des vestiaires, on s'arrête de jouer, on n'a plus d'agressivité et on le paye cash après derrière. Donc excellente première mi-temps. Et puis deuxième, grosse baisse de tension. C'est les petites choses, d'abord on le sait, on est comme ça depuis le début de saison, il faut absolument qu'on arrive à avancer là-dessus. Et même s'il n'y a quasiment plus aucune chance de qualification en Coupe d'Europe, le RVBC rencontrera Villeneuve d'Ascq dans ce cadre la semaine prochaine. Du football aussi ce matin avec les dates des 32e de finale de la Coupe de France qui sont désormais connues. Je vous rappelle qu'il reste 2 clubs vendéens en lice. Le match opposant la Châtaigneraie qui évolue en Régional 1 au FC Lorient, une équipe de Ligue 1, aura lieu le dimanche 8 janvier à 15h30. Attention, ce ne sera pas à la Châtaigneraie, mais bien au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Et puis l'autre équipe vendéenne, les Herbiers, équipe de National 2, jouera le même dimanche 8 janvier, mais à 18h. Et là, ce sera en Bretagne, sur la pelouse du stade Pontivien. Nous avions commencé à en parler hier, ce moment particulièrement attendu par les boulangers de Vendée à quelques semaines de 2023. L'élection des meilleures galettes et brioches des rois de l'année. La Fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie a fait son choix mardi. 4 catégories qui ont permis de distinguer plusieurs professionnels. Retour sur les délibérations avec Alexandre Lenaour qui était dans les coulisses. Ici, pas de jaloux, aucune chance de tomber sur la fève, l'essentiel se trouve ailleurs. 122 galettes en compétition dans 4 catégories, la traditionnelle frangipane aux amandes bien sûr, mais aussi la briochée nature ou aux fruits, et même le concours de la galette la plus originale. Toutes jugées sur différents critères, l'esthétique, l'équilibre, la cuisson et le goût, le tout sous l'œil aiguisé des jurys. Je regarde s'il y a un bon équilibre entre la pâte feuilletée, le levage de la pâte feuilletée et puis la quantité de garniture dans la galette. Et les verdicts sont parfois bien tranchés. Le goût est bon, mais la galette manque de cuisson, c'est dommage. Et malgré tout, la pâte feuilletée semble cuite. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à la crème d'amande. Celle-ci, on sent que la crème dans la crème, on a incorporé de la crème pâtissière. Du coup, on retrouve moins le côté amande et plus le côté crémeux. Moi personnellement, j'aime moins. Certains ont même déjà désigné leur favorite. On voit qu'il y a comme un trio de tête, entre guillemets, alors que pourtant il y en a comme pas mal. Je viens de corriger
33 galettes briochées, déjà uniquement briochées nature. La boulangerie vendéenne a un bon avenir, entre guillemets, c'est ça. Il y en a vraiment qui sortent du lot et avec des goûts vraiment spécifiques. Et bien prononcé, effectivement, il y a des très très belles choses. Moi, j'aime la vanille, donc du coup, c'est vrai que mon cœur a balancé sur une brioche où c'est vrai que la vanille ressortait bien. Et le concours est très sérieux, avec un véritable enjeu économique. Oui, on va dire que sur nos concours, hein, c'est celui qui a le plus d'enjeux, surtout la galette feuilletée amande. On va dire que sur presque les 15 dernières années, celui qui gagne ce concours en feuilleté amande, il double sa production. L'impact financier peut être énorme. Ça peut facilement être 2000, 3000 galettes de plus dans le mois à fabriquer, quoi. Après de longues délibérations et une égalité de points, c'est finalement la boulangerie Proutot, Anémie, qui remporte la catégorie reine de ce concours pour la 3e année consécutive. Quant à la galette désignée comme la plus originale, il s'agit de l'unique salé du concours, une galette au saumon poché au muscadet, avis aux amateurs. Et pour tester cette fameuse galette saumon poché au muscadet, eh bien rendez-vous au Puy des Délices, c'est une boulangerie des Épaisses. Bravo également à Grain de Folie du côté de Couex qui remporte la médaille d'or de la briochée nature. Et la meilleure briochée aux fruits, elle, est à la chocolatine, c'est une boulangerie de Bouin. Voilà pour l'actualité du jour, on va quand même la compléter avec les températures qui sont prévues ce matin en Vendée. Comme vous pouvez le constater, elles ne montent pas très très haut quand même en ce jeudi matin. -1 à 0, voire 1 degré, voilà un petit peu pour la répartition des prochaines heures. 0, c'est du côté des Sables-d'Olonne, des Herbiers. Le positif, c'est sur l'Île-Dieu. Et partout ailleurs, on est plutôt dans le négatif. C'est la fin de ce flash. Il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, on va avoir l'Éducation nationale qui lance un nouveau dispositif pour accompagner les projets initiés dans les établissements vendéens. Également l'officiel des terrains de camping avec une nouvelle fois une entreprise vendéenne qui est à l'honneur. Et puis un aperçu de fabrication de yaourt aux épaisses. Le plus de l'info s'intéresse donc aujourd'hui à l'école. Le rectorat a présenté courant novembre les résultats d'une étude « Notre école, faisons-la ensemble ». C'est une démarche qui engage les différents métiers d'un établissement pour augmenter les chances de réussite de leurs élèves. Notre école, faisons-la ensemble. C'est un changement radical qui a été opéré en termes de politique publique et qui consiste à donner la main aux acteurs de terrain pour définir eux-mêmes, puisqu'ils ont cette expertise, quels sont les besoins des élèves pour réussir davantage, pour s'orienter de façon plus ambitieuse, comme c'était le cas ici, et de quoi on a besoin pour cela. Donc il y a un fonds d'innovation pédagogique de 500 millions à l'échelle nationale, qui pour cette année, donc c'est 150 millions, et qui est mis à disposition des rectorats pour financer les projets qui sont faits par les acteurs de terrain. C'est à la fois une académie où les résultats scolaires et les résultats au bac sont excellents et où il y a, qui plus est, des potentiels, des besoins en métiers très qualifiés qui sont vraiment très importants et pour les années à venir. Dans une perspective, on est à France 2030 et même au-delà en termes d'innovation qui se traduit en effet par des emplois hautement qualifiés. Et à côté de ça, un renoncement à des études longues. Effectivement, il y a la peur, il y a les représentations, il y a les stéréotypes associés au territoire et à ce qu'on veut faire et ce que les familles sont capables de porter. Donc il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles on peut travailler. Mais on ne peut pas y travailler tout seul dans un lycée. Il faut travailler auprès des parents. Il faut travailler aussi auprès des élèves avec des témoignages de pairs. Ça, c'est très important et on l'a remis en avant là. L'ambition, les orientations, les orientations vers des études qui soient des études scientifiques ou des études ambitieuses, des études de médecine, des études d'ingénieur, etc. Et la capacité à convaincre les jeunes qu'ils peuvent, que ça leur est accessible. Et le deuxième, c'est le fait que les jeunes filles avaient
moins d'ambition que les garçons, alors qu'elles réussissaient encore mieux. Donc, pourquoi ? Il y avait une enquête de la région qui disait que 58% des jeunes filles disaient qu'elles n'allaient pas y réussir vers le supérieur, ne s'en sentaient pas capables. Voilà les termes de la synthèse de l'étude. Donc, notre objectif de formateur, c'est faire en sorte qu'elles se sentent capables parce qu'on sait qu'elles le sont. Et c'est bien ça le nœud du problème. Et c'est un dispositif que vous allez pouvoir retrouver à la réécoute sur notre site internet tvvendée.fr. On va parler presse maintenant. Et c'est Stéphane Messer, notre journaliste de Trieste, correspondant notamment pour l'officiel des terrains de camping, qui nous donne quelques nouvelles. Il vient de sortir un article à portée nationale, donc, sur Samiplast. C'est une entreprise de la Chaise Giraud spécialisée dans les ouvertures PVC qu'on retrouve notamment dans les mobil-homes. Écoutez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de l'hôtellerie de plein air, c'est un secteur hyper dynamique. C'est-à-dire qu'il fonctionne quelques mois par an. Mais en fait, c'est un secteur qui est en excellente santé financière et c'est par ailleurs un secteur qui investit énormément tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas un camping qui ne fait pas un investissement d'un parc aquatique. Je renouvelle mes mobil-homes, je crée des services connectés. Voilà, c'est vraiment un secteur qui est très, très, très vif, très, très dynamique. Et surtout en Vendée, premier département français en termes de nombre de campings et d'emplacements de camping. Donc, ce n'est pas du tout innocent de s'intéresser au fonctionnement de Samiplast, Samibois, qui est un acteur important dans le domaine du camping. À la fois parce qu'il fournit des fenêtres qui vont habiller les mobil-homes, rideaux ou autres. Et à côté de ça, il y a une autre activité où il fabrique des chalets qu'on va retrouver éventuellement, des chalets en bois qu'on va retrouver éventuellement dans les campings. Donc c'est vraiment, c'était tout à fait pertinent qu'on aille les voir et qu'on se penche sur leur activité. Le dirigeant actuel, c'est François Tessier. C'est quelqu'un qui est assez débonnaire, assez bonhomme comme ça, mais qui est en fait un redoutable homme d'entreprise. Et en fait, il a hérité de la fibre industrielle et commerciale de son père, qui était une figure, enfin qui est décédé aujourd'hui, mais qui était une figure du patronat vendéen, puisque c'est son père qui a créé IRM, qui était le premier fabricant français de mobil-home. IRM qui existe toujours, mais qui n'appartient plus à la famille Tessier, mais en fait, l'actuel dirigeant de Samiplast Samibois, c'est le fils d'un industriel très très connu en Vendée, puisque c'était le créateur du premier fabricant de mobil-home en France. C'était vraiment IRM, c'est énorme. Et c'est donc un article de Stéphane Messer à retrouver dans le dernier officiel des terrains de camping qui vient tout juste de sortir. On va s'intéresser maintenant à la fabrication de yaourts vendéens. Et c'est le Mageco qui se penche sur la question, puisque Catel Lejeune a rencontré Pierre Allaire, agriculteur, cofondateur aux épaisses de Gustin. On connaissait la marque pour être la première à avoir lancé des glaces avec du lait de brebis en Vendée. Eh bien, la voici en mode hiver, en pleine fabrication de yaourts. Alors explique-nous là, qu'est-ce qu'on fait? On en est à quelle étape? On a dit qu'on parlait de la production des yaourts. Alors rappelle-nous les différentes variétés que vous proposez. Alors chez nous, on a plusieurs parfums. On a vanille, citron, miel et nature. Ok. Avec plusieurs formats. D'accord. Du coup, comme on peut voir, là, il y a les pots 400 grammes. D'accord. C'est l'équivalent de 4 yaourts. De 4 yaourts de 100 grammes. D'accord. Et puis sur votre côté, c'est les pots de 200 grammes qui se vendent en panier en fait. Et alors comment se répartit le travail? Qui fait quoi ici? Alors du coup, Pauline elle s'occupe de la partie ingrédients. Moi je commence le matin, j'arrive à 7h, je prépare un peu le labo. Ouais. Et à partir de 8h30, je mets le lait en pasteurisation, je le mets en chauffe. Et ça monte en température jusqu'à 90 degrés. Ensuite ça descend à 49 degrés. Et puis après il y a la mise en ferment, voilà. Du coup, ça va descendre, on va écouler le lait qui est dans le pasteurisateur, on va le mettre dans les seaux avec les ingrédients. Et c'est un Mageco que vous allez pouvoir retrouver au fil de la journée sur l'antenne ou à la demande, évidemment sur notre site internet et nos différentes plateformes. Nous, on passe au jeu.
avec quelques images de théâtre. Dites-moi, quelle est la particularité de cette troupe qui apparaît à l'écran et qui joue actuellement, qui reprend d'ailleurs en début d'année, une pièce intitulée Flagrant délire. Elle a une particularité, cette troupe. Indice du jour, avec leur pièce, ils entretiennent nos zygomatiques, mais avec leur métier, ils s'occupent de tout le reste de notre personne. À vous de m'envoyer votre réponse avant demain midi sur tvvendée.fr. La particularité de cette troupe qui joue actuellement Flagrant délire, un gagnant tiré au sort demain après-midi. Il repartira avec cet exemplaire dédicacé de son auteur et de son illustrateur, L'île des oubliés, un livre d'Arnaud Guichard aux éditions Les Chantuseries. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve demain pour la DER de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et à demain.